Aujourd'hui, je vous présente l'habillement de l'habitant du Bas-Canada dans les années 1830 et 1840, soit l'époque des revendications des patriotes. Comme sous-vêtements, on a chemise, caleçon et bas. La chemise ici, comme c'est une chemise de travail, elle est en lin rouge. Elle pourrait être aussi dans un petit bleu clair, blanche en lin ou en coton avec une fine rayure. Pour le caleçon, ici on a un lin grège, mais ça pourrait aussi être un lin blanc ou un coton. Et pour la coupe, on a donc une braguette à boutons. Et en bas aussi, on a un ajustement au niveau de la jambe avec un cordon. On pourrait aussi porter les bas par-dessus selon le goût du monsieur en question. Les bas, on a souvent des bas de laine, bien sûr. Bas de coton un peu plus rare, c'est vraiment le bas de laine là, qui est un peu la norme. Ensuite, on a un mouchoir de cou. Alors, le mouchoir de cou, c'est vraiment un carré ou un triangle de soie ou de coton fin qu'on va rouler la pointe vers l'intérieur, on ne veut pas de la petite pointe qui dépasse, qu'on va nouer autour du cou. Alors, on remarque que le col, à l'époque, est vraiment très, très haut. Donc, le mouchoir de cou va vraiment venir tenir le col et il ne faut vraiment pas se gêner là, pour étirer. Là. Et là, on va faire un double nœud. On peut aussi faire une boucle un peu plus exubérante au goût. Ce qui est très important, il ne faut absolument pas replier le col par-dessus le mouchoir de cou. On doit vraiment laisser le col bien haut et installer le mouchoir de cou afin qu'il contribue au maintien du col. Le pantalon, la plupart du temps en laine, soit importé ou en étoffe du pays. On remarque tout de suite que la taille est vraiment très haute et chose qui surprend, le pont n'est pas au niveau de l'entrejambe, mais vraiment au niveau du ventre. Au dos, on remarque encore plus la hauteur de la taille. On a un petit soufflet qui permet un ajustement pour plus de confort. Les bretelles, ici on a un compromis. Normalement à l'époque c'est des bretelles indépendantes et croisées. Au pied, des souliers de bœuf, souliers traditionnels québécois. Mais on pourrait aussi avoir la botte sauvage, un autre vêtement traditionnel de notre coin du monde. Ensuite, on a le gilet. Remarquez comment tout est bien calculé. Vous vous rappelez que je vous ai dit que la taille était haute pour le pantalon et le gilet, lui, est tout juste à la bonne hauteur pour venir cacher les boutons du pont des pantalons. Au dos, on a aussi un soufflet pour permettre un bon ajustement. Dans les années 1830-40, on aime ça que les vêtements soient vraiment bien ajustés. On a un grand col et on a notre mouchoir de cou qu'on va placer dans l'ouverture du devant. Étant donné que la chemise a quand même une fente assez basse, on peut au besoin croiser et même mettre une petite épingle pour s'assurer que le tout reste bien fermé. Vous remarquerez aussi que les épaules sont vraiment très très étroites. C'est ce qui nous fait penser souvent dans les musées qu'on a l'impression que les gens sont vraiment tout petits. Parce que dans notre tête à nous, une veste, ben, ça s'en va jusqu'au bout de l'épaule, alors qu'à cette époque, on aimait vraiment dégager les épaules. Un autre élément traditionnel du costume québécois, la fameuse ceinture fléchée.
Donc ici, on a un modèle à chevron donc, qui existe là, depuis la Nouvelle-France. Les franges ne sont pas très longues, elle n'est pas très large, donc c'est vraiment une ceinture là, qui est facile à porter pour un habitant au quotidien. Ensuite, on peut ajouter une veste, étant donné que se promener en manche de chemise, c'est considéré comme un peu une tenue intime. Donc, ne pensez pas que ça, c'est un manteau à porter seulement pour aller à l'extérieur. Vous voyez ça comme un veston, un chandail, un coton ouaté. C'est vraiment un vêtement d'intérieur et d'extérieur. Au besoin, la veste peut être fermée. Donc, comme ça, c'est beaucoup plus chaud pour aller à l'extérieur. Et je vous invite aussi à observer qu'on a mis une petite doublure carottée, comme on voit dans un des tableaux de Cornelius Krieghoff. Autre caractéristique de ce type de veste qui s'inspire des vêtements là, vraiment très chic à la mode, c'est la manche qui est légèrement ajustée au niveau des poignets, qui descend quand même assez bas sur la main et on a des boutons là, pour pouvoir ajuster au besoin. Quant à la coupe du dos, donc on a vraiment plusieurs morceaux. On a les deux pièces du dos et on a deux petites pièces ici de chaque côté. Et bien sûr, les deux coutures qui sont vraiment à l'arrière et non pas sur le dessus de l'épaule. Et tout comme le gilet, on aime avoir les épaules vraiment petites. Donc l'épaule est vraiment là sur le bout de la rondeur et non pas comme aujourd'hui, là, que des fois là, ça peut être un petit peu plus large. Autre vêtement traditionnel québécois, c'est la tuque. Deux choses, il y en a des rouges, des bleus, des blanches, des brunes, des grises. C'est sûr qu'il peut arriver que des fois, selon les moutons qui sont élevés dans telle ou telle région, on peut avoir des tuques plus peut-être dans où il y a des moutons gris, des tuques bleus, des choses comme ça. Mais il faut vraiment oublier le mythe qu'à Québec, ils ont des tuques rouges, Montréal, des tuques bleues, puis à Trois-Rivières, des tuques blanches. Ça, c'est vraiment là, quelque chose qui a été inventé, là, je pense, dans les années 1870. Donc, on oublie ça. Et je veux vous porter à votre attention comment la tuque, quand elle est portée, elle doit tenir sur la tête ou sinon, elle peut légèrement être écrasée. Surtout pas avoir la tuque toute et vraiment le licher, comme je dis, là, sur le côté. Ça, c'est vraiment une façon de porter la tuque qui va arriver à la toute fin du 19e siècle et même au début du 20e siècle. On a donc ici la tenue finale de notre habitant des années 1830-1840 qui habite le Bas-Canada. On peut donc imaginer toute personne qui cultive la terre, qui élève des animaux, les artisans aussi, divers métiers, les gens ordinaires finalement, qui pouvaient être habillés comme ça.